Bien, deuxième manière de gérer les risques, après avoir vu la prévision avec le fait de prévoir les risques, que ce soit d'un point de vue météorologique ou lithosphérique, soit par le biais des satellites, soit par le biais des sismographes, eh bien, nous allons voir en deuxième point le fait de prévenir les risques, c'est-à-dire tout ce qui est la politique de prévention. Alors, cette politique de prévention, des risques, elle est assurée par ce qu'on appelle les pouvoirs publics. Donc les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État, ou bien à l'échelon local, ça peut être une mairie par exemple, ou bien un département ou une région. Donc les pouvoirs publics ont pour objectif de prévenir les risques pour empêcher finalement que le risque ne se transforme en catastrophe. Donc l'objectif est de limiter la vulnérabilité des populations et des sociétés. Et pour cela, il faut essayer d'anticiper le risque. C'est-à-dire, on sait que le risque, c'est le cas de le dire, de toucher par exemple une ville. Eh bien, la politique de cette ville va essayer de prévenir le risque, donc d'anticiper ce risque et d'anticiper notamment les attitudes à adopter, les bonnes attitudes à adopter et donc, par exemple, cela peut consister à informer, sensibiliser les populations. Vous avez l'exemple avec le document 8, une culture de risque dès l'enfance. Eh bien, les enfants à l'école élémentaire au Japon, eh bien, s'exercent à se préparer à des risques de séisme, de tremblement de terre. Vous me direz, vous, aujourd'hui, vous vous exercez également à des risques, alerte intrusion, explosion chimique, incendie. Donc vous aussi, vous faites l'objet de politiques de prévention pour essayer de limiter la réalisation d'un risque. De même, en dehors de la sensibilisation des populations au point de vue scolaire, il peut y avoir également la sensibilisation par des informations, hein, des panneaux qui peuvent par exemple vous prévenir que vous êtes sur une zone qui est susceptible d'être l'objet d'un tsunami en cas de tremblement de terre. C'est le cas ici avec le panneau Tsunami Hazard Zone, pardon, en Nouvelle-Zélande. Et on vous dit en cas de fort tremblement de terre, immédiatement, et c'est marqué en gros, hein, vous devez chercher un point haut, au moins 35 mètres de hauteur, ou rentrer d'au moins 1,5 km à l'intérieur des terres, pour essayer donc de sauver votre vie. Donc ça, ce sont des politiques de prévention. Euh, Prévenir, ça peut être également d'adopter des constructions spécifiques. Par exemple, des constructions avec des normes anti-sismiques, donc des constructions qui sont spécialement faites pour résister au séisme et donc limiter les conséquences de ceci. Ça peut être l'adoption de normes antisismiques ou parasismiques. Ça peut être également, par exemple, la construction dans des zones qui sont à risque d'inondation, eh bien dans la construction de digues. Donc vous voyez que les pouvoirs publics peuvent agir pour limiter ces risques. Évidemment, encore une fois, plus vous êtes un pays développé, bien organisé, avec une administration solide, plus vous avez de chances d'avoir des politiques de prévention face aux risques, alors que si vous êtes un État sous-développé, avec un État totalement désorganisé, voire quasiment pas d'État comme la Somalie, évidemment, vous ne serez pas sensibilisé vis-à-vis des risques. Dernier point, malheureusement, le risque, il arrive, il se produit, il touche les populations et leurs biens, donc on va voir comment on gère la catastrophe. Alors, la catastrophe, quand elle a lieu, eh bien, encore une fois, elle va montrer une inégalité entre les riches et les pauvres. Et encore une fois, elle va montrer le rôle capital, j'ai envie de dire, des pouvoirs publics, c'est-à-dire de l'État, notamment dans l'organisation des secours. Alors, en France, les gens se plaignent beaucoup, mais nous avons la chance quand même dans un beau pays où il y a de nombreux plans qui sont là pour prévoir des catastrophes, notamment par exemple les plans rouges qui sont mobilisés en cas de réalisation d'un risque hein, qui se transforme en catastrophe. Et donc dans ce cas-là, il y a une mobilisation massive d'hommes et de matériel qui est déclenchée. Et il y a souvent des exercices hein, d'entraînement où ces plans sont mis en action, ils coordonnent les pompiers, le SAMU, la police, la gendarmerie à la campagne. Il y a des points de regroupement pour les populations qui sont prévus. Bref, il y a différents types d'exercices qui sont mis en place par les pouvoirs publics pour prévenir ces catastrophes et pour finalement aussi réagir face à ces catastrophes. Donc on voit ici
un exemple de la gendarmerie qui circule en bateau après la tempête Xynthia en France. Alors, pour gérer la catastrophe, il y a aussi la deuxième étape, hein, donc déjà sauver les gens, et essayer de sauver leurs biens, mais ensuite il faut reconstruire. Eh bien, en France et dans la plupart des pays développés, il y a l'existence d'aides publiques qui vont permettre de reconstruire, d'aider les gens à se relever après une catastrophe. Mais c'est surtout le système d'indemnisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, via les assurances, qui va permettre euh, de rebondir, ce qu'on appelle la résilience. La capacité de résilience, en fait, résilience, c'est un terme à l'origine qui est physique, c'est-à-dire la capacité qu'a un ressort, lorsque l'on le tend, à retrouver sa forme initiale. On appelle ça la résilience. Et bien, vous imaginez que la résilience, pour un individu ou pour une société, c'est la capacité, alors qu'elle a été victime d'une grande catastrophe, eh bien, de retrouver son état initial, c'est-à-dire de se reconstruire et d'oublier en quelque sorte ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle la capacité de résilience. Eh bien, la capacité de résilience, dans les pays riches et développés, elle est élevée, alors que dans les pays pauvres, évidemment, elle est beaucoup plus délicate. C'est illustré d'ailleurs par le séisme en Haïti, encore une fois, hein. Eh bien, ici, on voit que c'est l'armée brésilienne qui intervient, c'est pas l'armée haïtienne, tout simplement parce que c'est un État désorganisé, un des États les plus pauvres du monde, qui appartient aux pays les moins avancés, qu'on appelle les PMA. Dans ces pays, les secours sont insuffisants, désorganisés, et finalement, le rôle clé, il est souvent joué par les secours internationaux. Je vous ai parlé tout à l'heure en rigolant de la Roumanie qui avait tenté d'envoyer du secours à Haïti et qui s'était malencontreusement trompé en les envoyant à Tahiti. Eh bien, ces secours internationaux, ça va être de la présence d'ONG, les organisations non gouvernementales. On peut penser à Médecins du Monde, Agir contre la faim, donc la Croix-Rouge. Ce sont des organisations internationales. On a la présence d'aides publiques d'autres États. C'est-à-dire que la France peut offrir quelques millions d'euros, l'Union européenne, les États-Unis, donc les États les plus développés. Ça va être également l'envoi directement par des États qui vont faire preuve de solidarité. Par exemple, lorsqu'il y avait eu le séisme en Haïti, immédiatement la France avait envoyé des brigades cynophiles de sapeurs-pompiers spécialisés dans la recherche de victimes après séisme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la solidarité internationale, l'aide internationale. Mais si vous recevez de l'aide internationale, c'est que généralement votre situation politique et économique au sein de votre État est généralement très mauvaise. Lorsque la France, par exemple, est victime d'une catastrophe dans son pays, généralement, elle ne reçoit pas d'aide internationale. D'ailleurs, certains pays, par souci de souveraineté, refusent de l'aide internationale parce que admettre qu'on est prêt à accepter de l'aide internationale, eh bien, ça sous-entend que soi-même, on est incapable de se sortir de la catastrophe tout seul, et donc ça montre en quelque sorte son incapacité. Mais en ce qui concerne en tout cas Haïti, qui est un des pays les plus pauvres du monde, hein, les pouvoirs publics n'ont évidemment pas du tout les moyens financiers, euh, surtout de reconstruire, hein, d'ailleurs, ce qui va entraîner une vulnérabilité accrue. Parce que les populations les plus pauvres, bien qu'elles aient été victimes du séisme, si elles ont survécu, eh bien, elles vont pas pouvoir les déménager ailleurs, dans des zones moins à risque, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens, et l'État ne va pas être en mesure de leur offrir des moyens de s'installer ailleurs parce qu'il n'en a pas les capacités financières. Donc voilà, pour résumer, concernant la gestion des risques inégales, trois éléments. Il faut d'abord prévoir, donc tout ce qui est la politique de prévision, hein, via les satellites météorologiques, les sismographes, etc. Il y a ensuite la politique qui consiste à prévenir. Prévenir, c'est tout ce qui est la politique de prévention, donc la sensibilisation des populations. Et puis, il y a la gestion de la catastrophe, le dernier point. Et ces trois points montrent vraiment une inégalité très forte entre les pays riches et les pays pauvres dans leur capacité finalement à faire face et à rebondir après la catastrophe, ce qu'on appelle cette capacité de rebondir et qui est un terme important à retenir en seconde, la capacité de résilience. Je vous remercie pour ce premier cours du second confinement et la suite au prochain épisode. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et j'espère que vous avez réussi à tout écouter sans vous endormir. Merci.